Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 12 avril 2021. Jeff Morancy encore une fois pour vous livrer ce podcast. On le sent bien, comment je pourrais dire, cet engouement au lancement de la saison de la MLS. Elle commence à se faire sentir, elle commence à se faire vibrer. Je pense qu'on était tous contents aujourd'hui de voir sur les réseaux sociaux sortir les hashtags officiels qui serviront à décrire chacune des formations du circuit Garber au sein de la MLS. Donc, on était tous contents de le voir et l'engouement, il s'est traduit également par une augmentation de l'achalandage sur le site de BBN Media. On a atteint donc sur nos réseaux sociaux le cap qu'on s'était fixé de 800 followers. Donc, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont partagé. Et sur le site de BBN Media, je viens d'aller faire un tour. Et le résultat est formidable. Les sessions sont en augmentation, 54%. Les visionnements de posts sont à la hausse de 259% quand même. Alors, merci à vous tous de votre encouragement, de votre support et surtout de votre lecture et de votre écoute. Ça fait grand plaisir. Vous le savez, cette plateforme-là, elle est là, elle existe et elle est rendue possible grâce au soutien à la participation du membership que font les membres. Donc, merci à ceux et celles qui sont membres. Je vous rappelle que la saison débute samedi et qu'à partir de samedi, tout le contenu sera exclusivement réservé à nos membres. Rémi qui est là et qui nous dit « Keep on rocking, dude », ça va vraiment bien, merci. Donc, on continue à vous vendre, à vous partager, à vous répandre cette culture soccer-là. Moi, Arius et Richard, bien sûr, qui est membre de mon team de feu. Et ce soir, on fera pas exception. Gros podcast. On va se parler donc aujourd'hui, Wilfred Nancy, au lendemain de ce match face aux Rowdies de Tampa Bay, était rendu disponible pour les médias. Donc, je vous ferai entendre la réaction, la réponse qu'il avait à ma question. Les luttes à prévoir au sein du CF Montréal, parce qu'il y en aura plus qu'une. Il y en aura, bref, des luttes à toutes les positions. Hein. Si on regarde ça froidement, là, et qu'on en discute à brûle-pourpoint, préparez vos interventions, on va en parler tantôt. Mais devant le filet, ça va être Diop ou Pantémis. À la défense, ce sera Bassong ou Kiza. Au milieu, ça sera Mihailovic ou ce sera Sedic. Et en haut, est-ce que ce sera Mason Toy? Est-ce que ce sera Bjorn Johnson? On va essayer de répondre à tout ça. On va se parler de samedi. Grande ouverture, grand lancement de la saison 2021 pour le CF Montréal, alors qu'ils seront les autres d'un match face à Toronto FC. Qui pourrait avoir le dessus là-dessus? Il y en a plusieurs qui donnent TFC favori et je respecte tout ça. Je pense que le CF Montréal pourrait tirer son épingle du jeu et je vous explique pourquoi en fin de podcast. On se parlera si vous le voulez bien parce que ce soir, c'est ouvert à tous. Donc, si vous voulez parler des rumeurs, on sait que Pellegrini, on a entendu parler beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de le matcher au sein de l'effectif? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne prise? Je vais prendre vos commentaires tantôt et je vais discuter avec vous de ça. On en a parlé un peu dans le podcast hier, MLS Franco, donc qui est disponible au www.bbnmedia.com. Mais on va revenir donc avant toute chose sur le match d'hier. Donc on a très peu de détails encore une fois sur ce match-là d'hier face aux Rowdies de Tampa Bay. Une rencontre qui, contrairement à la première où les hommes de Wilfred Nancy s'étaient inclinés 2-0, ont totalement dominé cette rencontre-là hier, du moins au chapitre du pointage. Donc, victoire convaincante, victoire qui fait du bien et c'est ce qu'on voulait voir pour cette deuxième rencontre-là. Et je l'avais dit dans les podcasts de la semaine dernière, moi j'étais bien prêt à laisser les choses se mettre en place, se mettre en branle pour le CF Montréal lors du premier match.
Il fallait essayer des choses. Et aujourd'hui, comme Wilfred Nancy le disait, fallait regarder qu'est-ce qui cliquait entre les joueurs. Est-ce qu'il y avait des automatismes, on va le dire comme ça, entre les joueurs? Fallait regarder tout ça. Mais quoi qu'il en soit, donc, belle victoire hier des hommes de Wilfred Nancy, le 11 Montréalais, donc qui était en action face, je vous le rappelle, aux Rowdies de Tampa Bay. Comme je vous dis, très peu de choses qui circulent concernant cette rencontre-là. On sait quoi? On sait que fort possiblement que l'Impact a évolué, que le CF Montréal a évolué à une défensive à 3 axes, 2 latéraux, parce que si vous regardez le vidéo que ceux et celles qui sont live avec nous voient, si vous écoutez la version audio, vous le voyez pas, c'est sûr, mais on voit Meller, on voit Camacho, on voit Waterman, on voit Kiza, on voit Zachary Broguillard, donc ça serait logique de penser qu'on était dans un 3-4-3 lors de cette rencontre-là, ou 3-4-1-2. Bref, ça laisse beaucoup de place à la spéculation. On a vu également, qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre-là? On a vu un Sam Piette, capitaine dans un des 2 matchs. On a vu Balou Tabla, que je m'explique mal, mais en tout cas, c'est la décision de l'entraîneur-chef et du coaching staff. Mais on a vu un Balou Tabla, capitaine dans cette rencontre-là. On a vu un Clément Diop, capitaine également dans cette rencontre-là. Et on a vu, ou en tout cas, on a entendu parler, puis je veux pas trop commenter, puis il y en a plusieurs qui m'ont posé la question aujourd'hui. Jeff, qu'est-ce que tu penses de ce joueur du CF Montréal qui a été expulsé sur un coup de tête, donc un rouge obtenu pour un coup de tête. Vous le verrez pas, bien sûr, dans la séquence vidéo qu'on a présentement, qui est fournie par la formation. Donc, c'est difficile, sincèrement, de se faire une tête. Je pourrais vous dire plein de choses. On sait que le joueur en question est Bjorn Jensen, qui a très peu joué donc dans cette rencontre-là, lui qui sort tout juste de quarantaine. Mais est-ce que je vais commenter une action que j'ai pas vue? La réponse est non, et on a très peu de data et d'informations sur la situation en général. Donc, c'est difficile, sincèrement, de se faire une tête et sur le dossier. Et sincèrement, gang, il y a des coups au soccer qu'on doit pas voir. Il y a des coups qui passent pas. Coup de boule, c'est sûr que c'est inacceptable et jamais je vais défendre ça. Mais par contre, il faut quand même voir la séquence. J'ai des bonnes sources qui me portent à croire et que tout ça serait crédible, que ça serait Bjorn Jensen. Mais d'un autre côté, on n'a pas vu la séquence, donc difficile de juger qu'est-ce qui s'est passé également. Est-ce que c'est un épaule à épaule qui a juste mal tourné? Est-ce que c'était vraiment un geste disgracieux intentionnel? Bref, on a très, très peu de détails sur cette situation-là. On va comprendre que du côté du CF Montréal, on ne peut pas trop faire de remous. Si on est capable d'étouffer cette histoire-là, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, il y a un joueur donc du CF Montréal qui, selon moi, serait Bjorn Jensen, qui serait sorti sur un rouge suite à un coup de tête. Donc, je voulais vous en parler. Vous avez le droit d'avoir cette information-là. Par contre, de là à commenter le geste, à vous le décrire, j'ai pas l'information, donc je vais être franc avec vous et je me mettrai pas à vous dire n'importe quoi. Dans le match d'hier, moi ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des luttes importantes qui se dessinent au sein de cette formation-là? Est-ce qu'il y a des joueurs, et c'est la question que j'ai posée aujourd'hui à Wilfred Nancy, est-ce qu'il y a des joueurs au sein de cette formation-là qu'on voyait peut-être un petit peu plus comme étant des joueurs de profondeur
et qui sont en train de forcer la main à l'entraîneur-chef sur le terrain? Est-ce qu'il y a des joueurs qui laissent présager qu'il y aura une lutte très chaude au sein de cette formation-là? C'est ça que je voulais voir. Donc, c'est un peu la question que j'ai posée à Wilfred Nancy aujourd'hui. Est-ce que il y a des joueurs qu'on prévoyait sur le banc qui forcent la main de l'entraîneur-chef et à quelle hauteur sur le terrain la lutte sera la plus acharnée entre les joueurs du CF Montréal? Voici la réponse de l'entraîneur-chef du CF Montréal. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est qu'on a des joueurs à plusieurs positions, parce qu'on sait que les postes sont doublés, voire triplés, mais il y a la diversité dans chaque position. Donc, par exemple, pour le poste d'attaquant, on a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur, mais on a des joueurs qui aiment aussi jouer dans les pieds. Et pour le poste de joueur de couloir, sur les ailes, on a des joueurs aussi qui sont des dribbleurs, comme Joaquim Torres, qui a montré des bonnes choses, qui a une bonne technique au poste et qui est un gaucher qui aime bien rentrer avec le ballon. Et on a un Eric Hurtado, par exemple, qui est un joueur qui prend un peu plus la profondeur. Milieu de terrain, c'est la même chose, avec un Hamdi qui, petit à petit, qui commence à émerger au niveau du groupe, qui montre ses qualités de joueur de foot. Il a une bonne vision du jeu, il est capable de bien lire le jeu, de réguler le tempo au niveau du jeu, de l'accélérer. Et donc, du coup, on a des profils comme ça qui sont intéressants. Donc, l'idée, on sait qu'il va y avoir les joueurs sont au courant qu'il va y avoir la compétition. Et je pense que c'est tout bénéfique pour tout le monde. Et ils savent aussi que chaque match a son histoire. Donc, on a commencé, par exemple, oui, il y a une équipe qui a commencé ce week-end, enfin hier. On va voir cette semaine comment ça va se passer, mais il se peut que je fasse des rotations, même si les joueurs font un bon match. Donc, on verra un peu par la suite. Mais ce que j'aime bien dans l'équipe, c'est qu'il y a de la diversité dans chaque position, que ce soit avec les défenseurs centraux aussi. On a des joueurs qui sont un peu plus durs sur l'homme, il y en a des joueurs qui sont un peu mieux aussi offensivement avec le ballon. Donc les seuls postes qui se ressemblent un peu, on va dire, ce sont les postes de latéraux, arrière droit, et qui sont un peu semblables. Mais sinon, après, pour le reste, il y a de la diversité. Il y a de la diversité. C'est les commentaires donc de Wilfred Nancy. La réponse est, je vais le prendre comme de la polyvalence. On va le dire comme ça. Et je crois sincèrement que ça va aider notre formation cette année d'avoir cette polyvalence-là sur le terrain. Donc, on aura chez Wilfred Nancy plusieurs cartes à l'intérieur de notre jeu pour s'adapter à une équipe adverse. Selon leur style de jeu. Donc, une équipe qui joue dans les couloirs, on pourra réagir. Une équipe qui rentre rapidement dans l'axe, on pourra réagir d'une certaine façon et ajuster le schéma tactique. Ce qu'on n'avait pas le luxe chez le CF Montréal de faire nécessairement dans le passé. Donc, cette année, je crois que cette polyvalence-là va amener, oui, énormément de compétition au sein du 11. Faudra temporiser tout ça du côté des entraîneurs-chefs et réussir à maintenir une saine compétition parce que les postes, on le sait, tous les joueurs vont vouloir leur minute et ça, c'est une bonne chose, mais chaque poste sera à gagner et ça, c'est le fun. Et d'ailleurs, à ce moment-ci, je vais poursuivre avec une question que je vous ai posée via Twitter au niveau des luttes à prévoir cette saison. Et si vous êtes là avec nous, que ce soit via Facebook, via notre chaîne YouTube ou encore via Twitter, je vous invite à interagir avec moi à partir de ce moment-ci. La plus chaude lutte chez le club de foot en ce début de saison, elle sera où? Je vous donnais la question, le choix entre Bassong Kiza, Mihailovic Saidic et Johnson et Mason Toy. Donc, clairement, ce que vous observez, c'est Bassong Kiza où il devrait y avoir, à titre de latéral gauche, une compétition très forte et très relevée. Donc, ça va être vraiment intéressant
de suivre tout ça tout au long de la journée. Sam nous dit, Bjorn sera-t-il dispo pour le match contre Toronto? Je n'ai pas, Sam, je vais être bien franc, j'ai pas les détails. Bjorn Johnson serait, comme je le disais tantôt pour ceux qui viennent d'arriver, serait le joueur sanctionné d'une rouge pour avoir donné un coup de tête. Donc, est-ce qu'il sera disponible pour le match de Toronto? Je ne sais pas. Parce que moi, sincèrement, les matchs qu'on a vus, je les vois plus comme des matchs amicaux et non organisés que comme des matchs préparatoires officiels de la MLS. Donc, est-ce que c'est un match entre deux équipes, match amical, sans sanction valable? Je le sais pas. J'ai pas cette information-là au moment que je vous parle, mais Johnson, Wilfred Nancy l'a déclaré aujourd'hui, Sam, et peut-être que cette information-là pourrait t'intéresser. Bjorn Johnson vient d'arriver avec la formation, sort de quarantaine et a très peu joué donc dans les 2 premiers matchs, a joué quelques minutes, qu'on me dit, lors du match face aux Rowdies de Tampa Bay. Donc, tout ça fait en sorte que je suis pas sûr que Johnson a présentement 90 minutes de disponible dans ses jambes. Faudra voir, mais clairement, avec la performance d'hier, Mason Toye, lui, il est prêt. Donc, la compétition, vous la voyez, Bassong Kiza, Mihailovic, Sedic, également à 24%, et Janssen et Mason Toye 5.5. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés au fait que Mason n'a rien prouvé vraiment, et avec raison. La saison dernière, avec feu l'Impact de Montréal. Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et pour Kiza et pour cette formation-là. Je pense qu'on a greffé tellement d'éléments que c'est difficile d'avoir un comparatif versus la saison dernière. Le CF Montréal se dirige vers une nouvelle saison avec une des formations les plus jeunes du circuit de la MLS. C'est la plus jeune équipe donc du circuit de la MLS. Et tout ça fait en sorte qu'on a sorti énormément de joueurs. Donc, la réalité sur le terrain, elle est différente. Est-ce que Mason Toye sera en mesure de trouver ses repères plus facilement avec le nouveau collectif? C'est quelque chose qui est possible. Donc, moi, je pense qu'on doit donner la chance aux coureurs dans ce dossier-là. Dans les luttes à prévoir, les commentaires aux réactions du sondage, Olivier nous dit Johnson VS Kyoto, serait plus juste. Kyoto a prouvé et devra se confirmer cette année, et Janssen a performé partout où il a passé. Janssen semble avoir tout un caractère. Je pense que c'est ce qu'on cherchait un peu chez Olivier Renard. Hein? On voulait ajouter de la personnalité à cette formation-là. On voulait ajouter du caractère. Je pense qu'on l'a fait. Kyoto a répondu présent la saison dernière en étant le MVP de cette formation-là. Il va mériter ses minutes de jeu, c'est clair. Je le vois pas, par contre, en compétition avec Johnson, parce que je pense que Kyoto reprendra cette année sa place donc dans les ailes, et que on devrait voir là, un Johnson jouer plus en pointe avec peut-être éventuellement un Mason Toye. C'est pour ça que j'ai placé les deux en compétition. William nous dit, je dirais aussi en défense centrale qu'il pourrait y avoir une chaude lutte qui sera avec Binks. Effectivement, il y aura une chaude lutte là, parce qu'on est, sans dire pris, mais on a le contrat de Kyoto, pas Kyoto, mais Camacho, à la hauteur de son salaire. On n'a pas trop le choix de lui donner des minutes de jeu. On a Waterman qui pousse, on a Miller qui est là, et Binks qui sera indiscutablement un des partants de cette formation-là. Claude Caron qui nous dit, il n'y aura aucune chaude lutte. Kiza, Mihailovic et Johnson seront devant. Faut voir là, Claude, sincèrement, comme je vous dis, il y a beaucoup de réalités qui ont changé, et Bassong, je pense, est en train de faire sa place. Sincèrement,
Il va y avoir une lutte avec Kiza, je te le confirme. Mihajlovic, oui, pour l'instant. C'est sûr que au prix qu'il a coûté et avec les efforts qu'on a mis pour réussir à mettre la main sur Georgi Mihajlovic, c'est certain qu'il va avoir des minutes de jeu et que sa place est comme titulaire. Par contre, vous avez vu Sejdić finir la saison en force l'an passé. Je pense que le départ, on va se le dire, de Safir Taider et de Bojan lui ont donné énormément de place, énormément de confiance. Il a bien terminé la saison l'an dernier et il semble être encore sur cette lancée-là. Sejdić, donc faudra voir. Johnson, il est là, mais Mason Toye semble vouloir éclore. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la formation, c'est une bonne chose pour l'équipe en général. Liam nous dit, honnêtement, Jeff, comment tu peux mettre Toye et Johnson? C'est clair. On sait qu'il va prendre une place sur le 11. Johnson, oui, va prendre une place et je dis pas le contraire, mais je pense que Mason Toye va le chauffer en tabarouette et peut-être qu'éventuellement on va jouer des 4-4-2 qui vont donner autant de temps de jeu à un qu'à l'autre et peut-être éventuellement également que Mason Toye prouvera qu'il mérite son temps de jeu, puis je le sais qu'il y en a plusieurs, Liam, qui sont déçus des résultats démontré par Mason Toye la saison dernière, mais comme je disais tantôt, et je veux pas radoter, mais je tiens mon point, je crois que on est sur un nouveau départ. G. Vaillancourt nous dit, je présume que Mihajlovic et Johnson sont largement devant Sejdić et Toye, sinon on est dans la merde. J'espère, moi aussi, sincèrement, que Mihajlovic et Johnson sont devant. Moi, je les place devant. Je les voyais comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est allé les chercher. Mais Sejdić et Mason Toye semblent démontrer de belles choses. C'est sûr qu'on a juste un papier avec un résumé. On a quelques images ici et là, mais sinon, faut se fier à ce qu'on voit, faut se fier à ce qu'on entend. Et Sejdić et Mason Toye semblent tous deux avoir des bons départs. Maxime qui nous dit faudrait la vraie bataille cette saison, selon moi, c'est devant le filet finalement. Sinon, dans tes choix, Bassong Kiza, Toye n'a rien démontré, Sejdić a bien fait, mais là, on a un vrai 10. Donc, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Toye et Sejdić seront la profondeur ou la doublure, appelez-la comme vous voulez, de Mihajlovic et Johnson. Bassong Kiza, je pense que la lutte, effectivement, elle sera féroce, elle sera serrée, mais selon Maxime, cette bataille-là, il aurait plus tendance à dire que ça sera Diop, Pantemis et Breza. Je pense qu'on a un faible. On a un faible du côté de Wilfred Nancy envers Clément Diop. Il a été nommé capitaine au cours des 2 matchs pré-saison. Pas toute la durée, mais il a fait partie des capitaines. Je pense qu'à plusieurs reprises, Wilfred Nancy a clairement établi qu'il serait le gardien partant, du moins pour le début de la saison. C'est sûr qu'on devra donner des minutes à Pantemis, mais je crois que c'est presque décidé, c'est presque cané que Clément Diop, pour l'instant, sera le gardien numéro 1. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les choix. Michel nous dit, au prix qu'on a payé pour avoir Mihajlovic, il doit être du 11 partant et je suis 100% d'accord avec toi. Là-dessus, je crois sincèrement que Mihajlovic, on n'a pas été le chercher pour rien. Et il a coûté cher, donc on doit y avoir du temps de jeu pour lui. On doit le mettre en valeur parce que on le sait, hein, stratégie MLS de plus en plus, et je vais en parler dans le podcast mercredi, j'espère que vous serez là avec Arius, mais la stratégie, elle est claire en MLS. Hein. Maintenant, c'est d'acheter
des jeunes joueurs, de les faire profiter et de les revendre à gros prix. C'est une stratégie qui est payante, c'est une stratégie qui amène une croissance phénoménale. On va vous démontrer tous les chiffres mercredi, mais c'est clair que cette stratégie-là, non seulement elle est pour le CF Montréal, mais je pense qu'elle va transpirer sur l'ensemble des clubs, incluant ceux pour qui ce n'est pas fait. Et il n'y a rien qui dit, par contre, qu'on peut pas dépiler une coupe de piastres pour aller chercher un joueur à fort potentiel, une éventuelle pépite qu'on paierait 6 à 9 millions. Et il n'y a rien là de payer 6 à 9 millions à un joueur que tu vas revendre 13 à 15. Comprenez-vous? Le move, il est bon. Mais par contre, il faut être sûr, il ne faut pas que ce soit un projet ou un espoir. Et c'est un peu ce qui me faisait peur. Là, on parlait des rumeurs sur l'avenue de Pellegrini depuis Miami. C'est un peu ce qui me fait peur. Pellegrini, donc, à 9 millions, est arrivé ici pourrait arriver ici à quoi? 6, 7, 8 millions peut-être? Parce que il a quand même connu une saison plutôt ordinaire la saison dernière. On le sait, ça n'a pas été facile. Il a été bougé de sa position. On l'a essayé à 2-3 endroits, question de voir s'il allait trouver ses repères. Mais il n'y a rien qui a été concluant pour Pellegrini la saison dernière. Et il serait fort possiblement disponible pour une transaction, pour un transfert. Et c'est sûr que les liens sont faciles à faire avec le CF Montréal. Par contre, on est à 30 joueurs, on n'a pas de place, faudrait libérer de l'espace. Et moi, je pense que le seul move qu'on peut faire présentement, c'est sûr qu'il y en a plein, là, puis malgré tout, on pourrait jouer avec ça. Mais pour moi, de prendre Sidic, qui a, selon moi, un bon potentiel de revente, présentement, démontre des belles choses, encore beaucoup de choses à prouver. Moi, je pense qu'on pourrait prendre Sidic. Je connais pas les besoins de Bologne et c'est pas un club que je suis, mais je pense qu'on pourrait envoyer Sidic à Bologne et faire de la place donc pour Pellegrini. Et ainsi, on garde Sidic dans le giron du CF Montréal. On a Pellegrini qui est là. On pourrait refaire un switch un peu plus tard, donc envoyer à Bologne Pellegrini, ramener Sidic et profiter donc pour donner énormément de visibilité à Pellegrini et ensuite s'en débarrasser. Mais c'est sûr que Miami ne les laisseront pas filer à bas prix. Ce ne sera pas un joueur disponible à rabais. Mais si tu veux avoir des résultats, il faut que tu sortes quand même les gros billets et ça semble difficile chez le CF Montréal présentement de sortir les gros billets. Donc, je pense qu'on veut vraiment construire avec des jeunes joueurs qui sont prometteurs, qui sont très peu onéreux en frais de transfert présentement, mais qui pourraient amener éventuellement une bonne retombée. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'opération va se répéter, on va amener des joueurs de plus grande qualité et ça donne également de la latitude à Olivier Renard si le CF Montréal devait s'approcher d'une place en série, parce que là, tout le monde les met 14, tout le monde les met 13, 14, j'ai vu quelques 11, mais globalement, je pense que all around la MLS, on les met en dehors du portrait des séries. Je trouve ça un peu sévère. Pour être franc, moi, je place cette formation-là entre la 5e et la 7e place. Donc, des places qui donnent accès aux séries d'après-saison. Faudra voir, mais j'ai énormément confiance au potentiel de cette formation-là pour la saison qui débute ce samedi. Qui débute comment? Qui débute contre Toronto FC. Très peu de gens donne Toronto FC gagnant sur pas Toronto FC, mais CF Montréal gagnant sur cette rencontre-là. Je pense que clairement Toronto FC sera le favori. Faut
juste mettre quelques petites choses en perspective et regarder froidement tout ça. C'est le fun de dire que CF Montréal sont les négligés. C'est le fun de dire que on n'a peut-être pas la meilleure formation présentement, que Toronto représente une des puissances dans le circuit. Puis j'ai l'impression que quand on parle entre les fans, toutes les équipes sont meilleures que nous autres et peu importe le move. Puis je comprends qu'il y en a qui sont froissés du Rebren. Puis tu sais, moi j'en ai ma soupe là. Sincèrement, je veux même plus en entendre parler. Parlez-moi pas de Rebren parce que je vous mute, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que, tu sais, sincèrement, cette formation-là a fait des moves intelligents dans l'entre-saison. Olivier Renard a un plan précis, un plan concis. Et comme je disais, là, on va donner un premier tour de roue et on va avoir une certaine latitude rendue à l'été pour profiter du mercato et aller chercher des joueurs. Mais si présentement, on prend des joueurs qui n'ont pas ou à peu près pas de frais de transfert et qu'on les transfère pour 1 à 2 millions, je lance un chiffre comme ça, mais on les transfère pour 1 à 2 millions. Mais après, on a 1 à 2 millions pour prendre des joueurs qu'on va transférer de 4 à 6 millions. Puis là, on va avoir le 4 à 6 millions pour acheter un joueur qu'on va transférer à 9. Comprenez-vous un peu la roue vers où je veux vous amener et vous faire découvrir que finalement, CF Montréal est peut-être pas dans une si médiocre situation que tout ça peut sembler l'être. Je pense qu'on a vu des choses, oui, douteuses, à plein de niveaux. Puis je m'en cache pas, puis je vais pas licher les pieds de cette formation-là, mais je trouve qu'on est sévère. On est sévère envers la formation montréalaise. Puis souvent, on parle de d'autres formations à travers le circuit et sont donc bons, sont donc beaux, sont donc fins. Mais sincèrement, quand je regarde des clubs, puis vous aurez beau me dire que la place du CF Montréal, c'est 15e ou 14e. Quand je regarde des clubs comme Chicago, on n'a rien à envier à ces formations-là. Quand je regarde des clubs comme Cincinnati, on n'a absolument rien à envier à ces formations-là. Sinon, mais Brenner va pas gagner la saison MLS à lui tout seul. Bref, je pense que on est capable de tirer notre épingle du jeu du côté de la formation montréalaise et on va le voir contre Toronto parce que comme je disais, puis là j'ai fait comme un long aparté. Je reviens sur le match de samedi. Toronto FC ont présentement plusieurs joueurs qui sont sous le coup d'une blessure. Donc, plusieurs joueurs qui, présentement, ne sont pas game shape. Et vous aurez beau me dire, Jeff, ils vont être revenus pour le match de samedi. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ces joueurs-là vont être au sommet de leur art. Tu sais, si je regarde Josie Altidore qui est sorti sur blessure à la 72e minute de jeu, c'est pas vrai. Même s'il est là, il sera pas à 100% le week-end prochain. Pozuelo qui était absent également. Et au travers de ça, on se le cachera pas, là, mais combien de fois la saison dernière, on s'est plaint chez le CF Montréal qu'on avait trop de matchs en trop peu de temps avec la Ligue des champions de la CONCACAF. Et tu sais, là, on devenait fatigué. Mais là, parce que c'est le Toronto FC qui joue contre nous, ben ils ont le momentum, ils ont la game shape, sont au niveau. Comprenez-vous, j'ai de la difficulté à comprendre un peu le raisonnement derrière tout ça. Et ben moi, je pense que même si c'est pas des matchs de qualité MLS, ben la formation montréalaise a quand même joué 2 matchs pré-saison, vont s'entraîner toute la semaine, vont arriver frais et dispo samedi contre une équipe qui aura 2 matchs de CONCACAF dans les jambes, qui aura affronté le Crew de Columbus en pré-saison. Une formation qui sera fatiguée. C'est mercredi, là. Mercredi que Toronto FC joue son 2e match face à Lyon.
en Ligue des champions de la CONCACAF. Et ce match-là, là, il n'est pas joué, il n'est pas gagné au moment où on se parle, c'est 1-1. Donc, Toronto devra tout sortir s'ils veulent avancer dans la Ligue des champions de la CONCACAF, devront laisser beaucoup de bouillon, beaucoup de jus de bras sur le terrain. Comme on dit dans le jargon du soccer, ils devront mouiller le maillot. Pas à peu près si ils veulent connaître un sort positif. Mais tout ça va avoir des répercussions, c'est sûr, sur la récupération que feront les joueurs du Toronto FC en vue du match de samedi qui, soit dit en passant, est en plein milieu d'après-midi. Donc, le délai est court. Le délai est court pour Toronto FC de rapatrier tous ces joueurs en bonne condition et de dire, OK, ces joueurs-là sont au sommet de leur art, ces joueurs-là sont frais, sont dispo, sont game shape, et je pense que ça va être à l'avantage de Montréal à ce niveau-là. L'autre avantage, c'est que nous, on les écoute, on les voit, les matchs de la CONCACAF. C'est facile pour nous de suivre Toronto. C'est facile pour nous de comprendre un peu comment cette formation-là évolue. Pour Toronto, c'est difficile, au moment où on se parle sincèrement, de se préparer en fonction du match contre le CF Montréal. Puis on aura beau chialer qu'on n'avait pas de stream, qu'on n'a pas vu les matchs, qu'on est déçu. Je comprends un peu la stratégie derrière tout ça pour le CF Montréal. Mais quoi qu'il en soit, je trouve un autre aparté, je trouve ridicule qu'en 2021, on n'aille pas accès aux matchs pré-saison. Puis je le sais que dans le prochain contrat de diffusion des matchs, ben ça sera là, mais tu sais, pour l'instant, c'est pas le cas. Michel nous dit, tant mieux si le TFC arrive à mocher au match de samedi. Aller Montréal, ben c'est exactement ça. Et moi, c'est là-dessus que je veux qu'on se ramène, gang. Le fameux aller CF Montréal, c'est là-dessus que je veux qu'on se rallie tous ensemble samedi, parce que notre club a besoin de nous autres, parce qu'il faut les encourager. Puis je trouve que dans tout le brassage qu'on a fait, qu'on soit émotif, qu'on soit fâché, qu'on soit déçu, qu'on se sente pas écouté, qu'on se sente trahi, name it, là, qu'on s'adresse à vous, qu'on vous parle plus, qu'on... Cette formation-là sur le terrain, elle demeure la vôtre. Cette formation-là sur le terrain, elle demeure montréalaise, elle demeure notre soccer, notre culture soccer à nous, notre saveur montréalaise. Cette formation-là évolue toujours devant le même Stade Saputo, devant les mêmes fans qui ont une passion commune qui est le soccer. Donc, je pense que dès samedi, faut être derrière notre formation, faut la soutenir parce qu'on en a juste une. Puis même si on chiale que on aimait mieux l'Impact puis qu'on n'aime pas le CF Montréal, ben la journée qu'on va mettre la clé dans la porte, je pense qu'on va tout être déçus, toute la gang, et il y a personne qui va y gagner au change. Non pas la direction de l'équipe, mais nous également, en tant que fan, en tant que podcaster, en tant que journaliste, en tant que culture soccer globalement, je pense qu'on n'aura pas fait la bonne chose, gang, puis qu'on va se réveiller un peu trop tard. On l'a vu pour les Nordiques, puis on l'a vu pour les Expos. Puis regarde, là, aujourd'hui, on fait des pieds et des mains pour essayer de ramener les Expos. À Montréal, à Québec, on a un stade flambant neuf pour accueillir une équipe de la Ligue nationale. On n'a pas les moyens de mettre une équipe dedans. Faut pas attendre ça. Faut pas attendre ça à Montréal. Donc, faut être là, faut être derrière notre club, faut les supporter. Peu importe le nom, peu importe la couleur, faut être là. Arius, le sage Arius, qui dit « Allez CF Montréal », tu sais, c'est clairement ça, je pense. Pour le rayonnement, pour la culture du soccer, ça nous prend ça. Ça prend des gens derrière cette formation-là. Puis aujourd'hui, là, je suis pas payé, je suis pas commandé par le CF Montréal pour vous parler, là. Je vous parle, ça vient de moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Il y a personne qui m'a dit de dire les mots que je vous dis là. Donc, j'espère que vous serez là samedi. J'espère que vous allez accoter votre formation. Il y aura des matchs faciles, il y aura des matchs difficiles, il y aura des matchs qu'on pense difficiles qui seront faciles, il y aura des matchs qu'on pense faciles qui seront difficiles. Mais
sais, là, j'ai tellement l'impression qu'on passe une chire que si on gagne contre Toronto, on va être chanceux, que si on gagne contre Chicago, on va gagner contre un club de merde, mais tout le monde nous place comme dernier club. Bref, à se fier aux statistiques, tous les clubs, présentement, tous les clubs sont meilleurs que le CF Montréal parce que tout le monde les place dernier ou avant-dernier. Donc, il n'y a pas un club qui est pire présentement. Donc, je veux pas entendre cette saison, gang. Je veux pas entendre « Ouais, mais on jouait contre une équipe plutôt moyenne. » Non, 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 non. Vous me la ferez pas, là. Si vous me dites tout, l'Impact va être dernier, va être avant-dernier, va être 14, va être 13, fine. Mais si l'Impact, le CF Montréal se classe où ce que moi je dis, entre la 5e et la 7e place, hey, je veux pas que vous me dites, ouais, mais Cincinnati feront pas de miracle avec juste Brenner, puis Chicago ont un club ordinaire. Non, 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 non. C'est sûr que je vous remets le podcast de ce soir sous le nez. Mais là-dessus, je vous aime, gang. Je vous aime en tabarouette. Puis merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci d'être aussi nombreux à nous partager. On est en train de se monter une tabarouette de belle gang. Avec Arius qui est là avec moi le mercredi, avec Richard et Arius qui sont là avec moi le dimanche. Je pense sincèrement qu'on fait le travail. Vous le savez, on va être là avec vous samedi, alors que Montréal affronte Toronto FC, match local à l'étranger. Mais on va être là, on va partager ça avec vous, on va le vivre avec vous autres. Quand je dis avec vous autres, c'est avec nos membres, hein? Parce qu'il faut être membre. À partir de samedi, gang, des podcasts comme ce soir, c'est terminé. C'est que nos membres, et vous le savez, on va vous offrir la meilleure couverture. On va vous faire participer comme jamais. La plateforme, elle est prête, elle est solide, elle est rigoureuse. Il manque juste vous autres. Je vous invite à devenir membre si c'est pas fait. La saison débute samedi. La saison débute samedi. On a eu des nouveaux membres toute la semaine sur le site. Donc ça, c'est le fun. Ça veut dire que vous croyez en notre produit, vous croyez en ce qu'on vous livre, vous êtes à la recherche de nouvelles façons de vous informer parce qu'on l'a vu, hein, c'est pas RDS, c'est pas TVA Sport qui vont vous livrer la marchandise là-dessus. Quoique je respecte énormément les équipes de diffusion des matchs et les équipes qui produisent du contenu soccer sur toutes les antennes, que ce soit à 91.9, que ce soit 98.5, à RDS, à TVA Sport, à Radcan. Bref, tous ceux qui parlent soccer le font avec conviction, avec passion, et je leur lève mon chapeau. Mais côté contenu, à l'extérieur de ce qu'on connaît déjà, la représentation, elle est faible. Mais c'est pas aux médias. C'est pas aux médias de faire cette job-là. C'est au CF de Montréal à gagner sa place et mériter sa couverture et faire bien les choses pour être sûr qu'il y ait une couverture. Donc, présentez vos matchs hors saison. Assurez-vous qu'il y ait une liaison avec le public et il y aura donc une écho dans le public à un moment donné. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous mercredi avec Arius. On va se parler bien sûr de CPL. On va avoir une deuxième division incluant un club à Québec, Beauport. Ça serait merveilleux. C'est quelque chose qui est dans l'air. Donc, on va s'en parler. Et j'avais un autre sujet, mais vite de même, il m'échappe. Arius qui vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci Arius d'avoir été avec nous et de suivre le podcast. À tous, bonne soirée.